Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h03 sur Sud Radio, face-à-face aujourd'hui. André Berkov, vous recevez Hélène Banoun, pharmacien biologiste, ancienne chargée de recherche à l'INSERM, mais surtout auteur de ce livre La science face au pouvoir aux éditions Talma. Bonjour Hélène Banoun. Bonjour. Alors Hélène Banoun, évidemment quand j'ai dit que je vous recevais, certains m'ont dit mais comment tu reçois la sulfureuse Hélène Banoun? J'ai dit écoutez, chacun a son sulfureux, parce que Hélène Banoun, on peut dire beaucoup de choses d'elle, mais qu'elle ne connaisse pas ce dont elle parle, ça personne, y compris le plus malhonnête des malhonnêtes, ne peut le dire. Elle est pharmacienne, elle est biologiste, elle a fait des études de pharmacie, corrigez-moi si je me trompe, elle a été 7 ans à l'Institut Gustave Roussy, où vous avez étudié la pharmacologie moléculaire et anticancéreuse. Vous avez été chargé de recherche à l'INSERM, je rappelle, qui n'est pas... Voilà. Et puis sur les mutants, vous avez étudié les mutants bactériens, les molécules, etc. Et puis, vous racontez d'ailleurs dans le premier chapitre de votre livre, qui est un livre chargé d'informations, chargé de faits, et donc que je recommande, quelle que soit votre position sur la gestion du Covid, mais vous dites effectivement, à un moment donné, Hélène Banoun, et je voudrais commencer par cela, sur, au fond, et on va parler aussi de biopolitique, mais qu'est-ce qui a pris le pouvoir? Et je voudrais juste citer, c'est assez rapide, un passage de votre livre, du début de votre livre, où vous dites ceci. Vous dites, la science consiste en la production de connaissances objectives et donc vérifiables. Le scientisme, à l'inverse, relève d'une posture idéologique qui instrumentalise la science à ses fins. La crise Covid-19, dites-vous, nous aura apporté la confirmation que le fameux consensus accepté par la communauté scientifique désigne simplement l'état actuel des connaissances sur lequel se sont mis d'accord quelques leaders d'opinion, c'est-à-dire des experts suivis par leurs collègues et ayant l'écoute des médias et des politiques. Ce consensus scientifique est loin d'être systématiquement la vérité. Alors, la question qu'on peut se poser, oui, mais à un moment donné, effectivement, on a des résultats. Alors, si on se dit, oui, on ne sait pas, vous l'ajoutez après, les connaissances arrivent, et il y a effectivement la contestation de ces connaissances, la modification, évidemment, c'est ça la science, mais est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas amené à dire, oui, mais écoutez, en l'état actuel des connaissances, et là je parle des politiques, des gestionnaires, il faut agir. Alors déjà, avant de commencer, je voudrais préciser que je suis sans aucun conflit d'intérêt, puisque je suis à la retraite et que je n'ai jamais travaillé pour l'industrie pharmaceutique. Jamais. Et je rappelle que c'est normalement obligatoire lorsqu'on s'exprime devant les médias. Voilà. Exact. Ce que ne font pas un certain nombre de gens. C'est une autre histoire. Voilà, donc la science, c'est un débat permanent. Ça devrait être un débat permanent. Et là, on a vu, depuis le début de la gestion de la crise Covid, que le débat était interdit. Voilà. Au début, on a laissé parler quelques scientifiques critiques, mais maintenant, c'est complètement impossible. Alors, je suis étonnée du qualificatif que vous m'avez rapporté, de sulfureuse. Ça me fait beaucoup rire. Ah oui, mais c'est normal que les gens qui ne sont pas d'accord avec vous vous traitent de sulfureuse. Vous n'êtes pas la seule. Oui, on m'a traité de beaucoup de choses, mais là, sulfureuse, bon. Voilà. Mais revenons à l'essentiel. L'essentiel est de savoir, ce que vous dites, et vous en parlez très, très, très longuement dans votre livre, hein, et au fond, à partir de quel moment, effectivement, parce qu'on le sait, on a tous vécu cette crise qui a maintenant 4 ans, hein, cette crise du Covid, et les enseignements que l'on peut en tirer aujourd'hui, hein, au bout de 4 ans, déjà, vous dites au fond, dans le passage que je cite, et vous le racontez, au fond, on instrumentalise, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens, pas les qualifier, peu importe, enfin, qu'ils soient médecins, qu'ils soient politiques, qu'ils soient experts avec entre guillemets, qui ont dit voilà, écoutez, c'est ça qui se passe, et on sait très bien, on va pas revenir sur toute l'histoire des masques, du confinement, etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, des politiques ou des médecins, appuyés d'ailleurs sur un conseil scientifique officiel, ce n'est pas le conseil scientifique indépendant auquel vous appartenez avec beaucoup d'autres, qui disent, écoutez, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, si vous ne vous protégez pas, et on va parler du management par la peur, si vous ne vous protégez pas, vous êtes en grand danger, vous
et vos proches. Alors, en fait, le gouvernement s'est appuyé sur la science, entre guillemets, avec un grand S, pour justifier ses prises de position, enfin ses décisions politiques. Et ça, c'est du scientisme. C'est-à-dire, il a accordé, le scientisme, c'est d'accorder à la science de décider que la science est la seule capable de mettre de la raison, que la rationalité, elle est toujours scientifique. Et on met de côté toute la rationalité qui peut apparaître à partir des sciences humaines, de la sociologie, de l'économie, tout ça, c'est mis de côté. Oui, sauf que la sociologie aussi peut raconter n'importe quoi. Oui, mais on décide que c'est la science qui est seule capable de donner de la rationalité, de justifier rationnellement les décisions politiques. Donc, en fait, comme ces décisions politiques, quand on examine les simulations de pandémie qui ont été publiées depuis 2010, on voit qu'elles étaient déjà prévues pour la prochaine pandémie. Et donc, en fait, il s'agissait de les justifier. Donc, il s'agissait de faire correspondre le fameux consensus, entre guillemets, scientifique aux décisions politiques qui étaient prises. Et donc, de dire qu'il fallait mettre des masques, enfin, d'abord, il fallait pas en mettre, ensuite, il fallait en mettre, il fallait confiner, mais tout ça, c'est pas du tout le consensus scientifique. Bon, déjà, on a dit que ça n'existait pas vraiment. La vérité scientifique, ça n'existe pas. C'est l'état des connaissances à un instant T qui peut, quelques jours ou quelques semaines après, être remis en cause par des nouvelles observations. Voilà. Donc, c'est uniquement, c'était pour justifier la science est au service des décisions politiques. Et ça, c'est pas nouveau. Hein. La science, elle a toujours été politique. Les gens qui disent la science devrait être indépendante du pouvoir, non, ça n'existe pas. Hein, un des premiers scientifiques, c'était Bacon, qui était chancelier de l'échiquier en Angleterre. C'était un des premiers scientifiques. C'est le début de la méthode scientifique. Donc, c'était un homme politique. Oui, mais alors, vous dites que la science peut pas être, indépendante du pouvoir, mais la science doit être indépendante. Oui, dans un monde idéal, utopique, mais en fait, non, il faut savoir qu'elle ne peut pas être indépendante. Elle est financée par le pouvoir, enfin, c'est ce que j'explique dans le livre, qui décide des projets de recherche, c'est le pouvoir, c'est le biopouvoir, c'est-à-dire le pouvoir politique associé à l'industrie pharmaceutique ou autre. Voilà, donc elle n'est jamais indépendante. Les chercheurs ne décident pas de quoi ils vont... travailler. Ils ont besoin de financement. De financement pour leur recherche, tous, d'ailleurs, etc. Donc, mais quand est-ce... Alors, justement, mais vous dites que, quelque part, l'industrie pharmaceutique ou les laboratoires se sont peut-être pas substitués, mais ont joué un rôle de plus en plus accru par rapport même aux États, et ont presque utilisé les États. Si j'ai bien compris. C'est plus complexe. Le biopouvoir, c'est vraiment l'association du pouvoir politique avec le pouvoir économique. Les médias aussi, on a vu l'importance des médias. Et ça s'est développé depuis, ce qu'explique Michel Foucault, depuis le XVIIIe siècle, depuis le début de l'ère industrielle. C'est en fait le besoin du pouvoir de contrôler la population, de normaliser la santé des populations. Donc, alors normaliser, ça veut dire déjà faire des études statistiques de natalité, mortalité, des épidémies, les famines, tout ça pour éviter qu'il y ait trop de dégâts sur la santé qui atteignent l'économie. Je veux dire, tout le monde connaît l'histoire de la grande peste du Moyen-Âge qui a éliminé un tiers de la population. Mais Hélène Banoun pourrait vous dire aussi que c'est pour leur bien-être. Mais voilà, au départ, la biopolitique... ça devrait être ça. C'est pas une question de bien-être, c'est pas une question de... faut pas chercher à savoir si l'État est malveillant ou bienveillant, mais c'est une question de normaliser la santé des populations pour permettre aux gens de pouvoir travailler, de produire, voilà. Et sauf que maintenant, ce qu'on voit, et c'est pour ça que j'alerte, que j'écris ce livre, c'est que le résultat obtenu est l'inverse du but recherché. On détériore la santé des populations, parce qu'on est parti sur une idéologie vaccinaliste à tout craint, qu'on ne peut pas critiquer, sous peine d'être accusé de tout. Alors maintenant, aujourd'hui, c'est sulfureux, voilà, je viens d'apprendre, mais de toutes sortes d'insultes et de noms d'oiseaux. Non, on n'allait pas vous insulter, mais simplement, je transcris ce que certains disent. Mais oui, mais alors justement, arrivons à ça, parce que c'est vrai qu'au départ, il faut une politique de santé pour le bien-être des populations. Enfin, qui va être contre à augmenter le bien-être? Mais vous dites, mais ça s'est détérioré. Ça s'est détérioré. Pourquoi et depuis quand, à votre avis? Alors, faut voir au niveau historique, si vous voulez. Donc déjà, quand on a commencé à vacciner, ça s'appelait la variolisation au XVIIIe siècle. Déjà, c'était pris les rois se faisaient varioliser devant le public parce qu'ils voulaient inciter la population à se faire varioliser. Il y a une citation d'un mathématicien et médecin français, Daniel Bernoulli, de l'époque, du XVIIIe siècle, qui nous rappelle que
la variolisation, donc la vaccination de l'époque anti-variole, elle est dangereuse. Elle tue des bébés au berceau, il écrit ça. Mais lorsque les adultes qui ont survécu à la variolisation arrivent à l'âge adulte, à l'âge où ils sont utiles à la société, eh ben, ils sont protégés de la maladie. Donc, globalement, on a un bienfait pour la société. Mais au niveau individuel, on peut avoir des dégâts, puisqu'il y a des enfants qui sont morts au berceau. Voilà. Et donc, il dit globalement, pour le prince, c'est positif. Et c'est ça, la santé publique. C'est-à-dire, on voit globalement, on normalise la santé de la population, mais au niveau individuel, il y a des dégâts collatéraux. Voilà. Oui, mais attendez, moi je vais vous dire, moi je me suis fait vacciner contre la poliomyélite et j'étais très content, et je ne suis pas le seul, que le vaccin contre la poliomyélite existe. Oui, on a tous été vaccinés, c'était obligatoire. Voilà, vous avez été... sûr. Bon, mais je veux dire qu'on ne peut pas dire que la vaccination en tant que telle, que les vaccins en tant que tels, sont quelque chose qui détériore la santé. Non, mais on ne peut pas dire, c'est ni blanc ni noir, mais on ne peut pas empêcher... on ne devrait pas, idéalement, empêcher de parler des problèmes, des effets indésirables. Et souvent, on a entendu dire des scientifiques qui disent non, il ne faut pas en parler parce que sinon ça va détourner les gens de la vaccination. Mais voilà, il faut en parler. Ah non, mais bien sûr, il faut parler. Il faut en parler. Et donc, mais il ne faut pas non plus la position des gens qui disent tout vaccin est un crime contre l'humanité. Mais on devrait pouvoir en parler, et surtout que ça ne soit pas obligatoire. Voilà. Il y a en ce moment une pétition de la Ligue nationale pour la liberté vaccinale qui demande l'arrêt des obligations, que ça soit une décision entre le médecin et son patient. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à réfléchir? Vous en parlez, mais je voudrais parler justement pour ceux qui vont lire votre livre et que ça intéresse. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à mettre en question tout cela, à réfléchir là-dessus? Parce qu'au départ, vous le dites vous-même, vous n'étiez pas du tout... Voilà, jusqu'en 2017, j'avais aucun problème avec les vaccins, puisque je me vaccinais contre la grippe pour protéger mon entourage, voilà. Ouais. Et donc, puis, c'est récent. Voilà, en 2017, j'ai entendu parler de cette obligation et de gens qui la critiquaient. Et au départ, je me suis dit, mais qui c'est ces complotistes qui critiquent l'obligation des 11 vaccins? Alors, j'ai regardé, parce que moi, j'aime bien vérifier. Et j'ai commencé à travailler là-dessus, et là, j'ai découvert que vraiment, il y avait un problème scientifique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de corpus scientifique qui prouvait l'efficacité et la sécurité des vaccins classiques, quoi. Voilà, il n'y a pas assez d'études. Mais alors on va en parler, c'est très intéressant parce que justement, moi en tant que vacciné, je parle pas des ARN messagers, hein, là je parle en général, mais c'est très intéressant, on en reparle juste après avec Hélène Banoun, avec cette petite pause. Et oui, puis on attend vos témoignages ou vos questions au 0826 300 300, on est là jusqu'à 14h, à tout de suite sur Sud Radio. C'est intéressant. Sud Radio Berkov dans tous ses états, appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes avec Hélène Banoun pour son livre « La science face au pouvoir, ce que révèle la crise Covid-19 sur la biopolitique du XXIe siècle ». C'est paru aux éditions Talma. Alors Hélène Banoun, peut-être expliquons-nous d'ailleurs sur ce que veut dire exactement la biopolitique. Vous avez commencé à en parler. Ce que vous dites, si j'ai bien compris, c'est qu'au fond, la science a toujours existé face au pouvoir, quelquefois contre le pouvoir, hein, Galilée et compagnie. On ne va pas refaire toute l'histoire, ça nous montrerait 10h30. Mais qu'au fond, on a besoin effectivement d'argent et de fonds et de moyens pour faire la recherche. Et s'il n'y a pas de recherche, il n'y a rien. Et vous dites aujourd'hui, quelque part, qu'à un moment donné, on ne va pas refaire l'histoire, mais ça a été détourné, c'est-à-dire que, en fait, peut-être quelque part, le politique ou l'idéologie l'a emporté sur la science. C'est un peu ça ? Voilà, c'est le scientisme, c'est-à-dire l'idéologie scientiste qui l'a emporté sur l'examen honnête des résultats scientifiques. Et puis, donc, ce dont je parle, c'est une date importante, c'est 1986. Dans les années 80, les fabricants de vaccins aux États-Unis ont dit au gouvernement « Nous n'allons plus fabriquer de vaccins parce que ça commence à nous coûter trop cher en indemnité pour les effets indésirables, justement. » Donc le gouvernement... Dès 86. 86, c'est la loi de Reagan qui a été prise, qui exonère de toute responsabilité financière et judiciaire les fabricants de vaccins de l'indemnisation des personnes qui sont victimes d'effets indésirables des vaccins. Donc, si vous voulez, ça, c'est valable pour les vaccins, mais c'est pas valable pour les autres médicaments. Donc, les
les fabricants ont vraiment intérêt à fabriquer des vaccins maintenant, puisqu'ils sont dédouanés des frais d'indemnisation. C'est du profit net pour eux. Voilà. Mais attendez, et donc ça a renforcé cette idéologie vaccinaliste dont je parlais, qui n'est pas critiquable. Mais Hélène Banoun, actuellement aux États-Unis, puisque vous parlez d'une loi américaine, eh bien, plusieurs États attaquent, notamment Pfizer et le laboratoire, à cause des vaccins. Ils les attaquent en justice à cause des effets indésirables ou secondaires. Alors, donc cette loi ne tient plus. Pour l'instant, elle tient. Oui, moi, je suis pas juriste, hein, mais je crois que spécifiquement pour les vaccins Covid, puisqu'il y a ils ont mis en action une loi qui s'appelle le PrEP Act aux États-Unis, donc qui en cas de menace d'armes biologiques, on va pas, c'est compliqué parce que c'est pas une arme biologique, mais ils ont associé, ils ont désigné arme biologique pour pouvoir mettre en route le PrEP Act. Eh bien, tous les industriels qui interviennent dans la gestion de cette crise sont dédouanés de tout problème judiciaire. Et voilà, c'est le gouvernement, c'est le ministère de la Défense américain qui décide qui doit faire quoi, quel financement ils auront. Ouais. Et, voilà, donc on verra si ces procès aboutissent ou pas. Voilà, sauf s'il y a fraude avérée de la part du fabricant. Alors là, c'est justement ça qui est en jeu. Maintenant, la fraude avérée, il faut la montrer. Il y a peut-être la porte d'entrée à ça, c'est la présence du promoteur du SV40 dans l'ADN qui a été caché volontairement à Pfizer. Voilà. Alors, revenons au scientisme. J'ai cité un peu votre livre, mais je voudrais qu'on soit plus précis. Qu'est-ce que c'est le scientisme par rapport à la science? Parce que, apparemment, ce que vous dites, et vous le dites, le conseil scientifique, j'allais dire le vrai, organisé par le gouvernement, hein, au moment où je reviens à la gestion du Covid, le conseil scientifique, pendant très longtemps, a dit, mais écoutez, tout va bien, suivez nos préconisations, etc., etc. Et puis, on a vu que Jean-François Delfrécy avait émis quelques doutes il y a quelques mois après avoir présidé ce conseil. Alors, c'est quoi le scientisme? Je veux dire par là que où est la science à ce moment-là? Parce que, imaginez-vous, pour des millions de gens, ils savent plus à quel sein se vouer, ils savent plus. Ils vous écoutent, ils disent oui, d'accord, mais tout ça reste très flou. Alors, je sais que c'est la science et que c'est très difficile parce que c'est technique, mais comment rendre confiance aux gens d'un côté comme de l'autre à ce qu'on leur dit et à ce que leur administre? Alors, il faut déjà lire les rapports du conseil scientifique gouvernemental, les rapports de la Haute Autorité de Santé. Il y a des choses très intéressantes dedans. Il y a des critiques, il y a des interrogations, c'est pas 100% blanc ou 100% noir. Le scientisme, c'est qu'à la fin, on en tire une substantifique moelle qui correspond aux décisions politiques et on les justifie avec ce résumé qu'en fait la politique. Mais si vous lisez les rapports du conseil scientifique ou de la Haute Autorité de Santé ou de la FDA, vous voyez plein de choses très intéressantes. En particulier les rapports de l'Agence européenne du médicament sur les vaccins Pfizer. Il y a beaucoup de critiques de ces produits qui sont dans les rapports sur la qualité du produit. Voilà. Mais à la fin, on décide que la science, c'est sûr et efficace. Et voilà. Le biopouvoir, l'association du pouvoir politique avec les industriels, avec cette anticipation de gestion des crises qui permet, comme l'explique le livre The Great Reset, la grande réinitialisation, finalement, de mettre en pratique, c'est une occasion rêvée pour mettre en pratique tous les plans qu'ils avaient sur la santé, sur la gestion des populations, sur l'identité numérique, etc., etc. Voilà. Donc on utilise le scientisme de ce point de vue, on dit voilà, les résultats de la science sont là, donc il faudra faire ça pour y pallier. Voilà, parce qu'il y a même dans des rapports du conseil scientifique gouvernemental, vous lisez, alors je ne sais plus si c'est eux ou la HAS qui disent, mais ou l'Académie de médecine, on n'est pas pour l'obligation du tout, vaccinale, on n'est pas pour la généralisation aux enfants, mais enfin ils ont des doutes, mais le pouvoir décide, ça sera comme ça, et c'est justifié par la science. Alors que non, si vous allez chercher, moi, ce que j'ai fait, j'ai pas de laboratoire, je travaille chez moi avec mon ordinateur, j'ai juste repris les publications officielles, les publications scientifiques dans les revues internationales, les documents officiels, et j'ai dit voilà ce qu'il y a dedans, c'est tout. C'est tout, j'ai rien fait d'autre. Tout est vérifiable. On va continuer à vérifier tout cela avec Hélène Banoun et son livre La science face au pouvoir. Et avec vous, bien sûr, comme tous les jours, 0826 300 300, on répondra à toutes vos questions et vos interrogations. 0826 300 300, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici, Sud
Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Avec Hélène Banoun, la science face au pouvoir. Hélène Banoun, quand même, quelque chose qui, enfin moi, on a été quand même beaucoup à être très frappés par plusieurs choses, quelle que soit notre position sur les vaccins, sur leur légitimité ou pas. C'est qu'on a vu quand même qu'il y a eu, et vous savez, à part quelques personnes, et à qui je donne la parole volontiers, parce que vive le pluralisme, et au contraire. Mais on a vu quand même quelque chose qui s'est formé. Alors, est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est... Depuis cette gestion du Covid, restons là-dessus, ça fait 4 ans maintenant, et ça fait 4 ans que vous travaillez là-dessus, vous avez sorti ce livre. Qu'est-ce qui fait que quand même que là, allez, l'écrasante, ou en tout cas la grande majorité des médecins, je ne parle pas des soignants qui refusaient d'être vaccinés, qui ont été effectivement laissés sur le carreau sans rien. On en a beaucoup parlé cela. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà, qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, on a dit aux gens, effectivement, les gens n'ont pas le temps peut-être de regarder ces rapports, mais comment il se fait? Donc je ne parle pas d'eux, mais je parle de gens qui auraient, je dirais pas l'obligation, mais quand même peut-être le professionnalisme d'aller voir ce qui se passe, et qui se sont tus, et qui n'ont rien dit, et qui ont continué comme si de rien n'était, et qui ont pratiquement accepté, pour aujourd'hui dire, oui, c'est peut-être pas ça qu'on voulait faire, d'accepter toutes les mesures qui ont été prises depuis 3 ans. Alors, comme vous le dites, les gens n'ont pas forcément le temps. Moi, j'ai passé énormément de temps. Moi, je suis à la retraite, et puis ça me passionne. Je suis passionnée par la virologie, l'immunologie, l'évolution biologique. Donc, j'avais déjà commencé à travailler dessus, donc j'étais prête à continuer. Mais c'est énormément de temps, d'investissement, et puis de lire des rapports, c'est vraiment très ennuyeux, quoi. C'est vraiment... Ouais, non, mais il faut le rappeler, ça, voilà, parce que c'est un travail... Et d'ailleurs, quand j'ai lu les rapports de la FDA sur les vaccins, c'était à l'été 2021, j'ai fini par les lire, mais je me suis dit, oh, mais enfin, tout le monde a dû les lire. Mais en fait, je me suis aperçu que non. Je me suis aperçu que dedans, on voyait déjà le problème. Et quand je l'ai dit, on m'a traité de folle. Mais on m'a dit, mais non, il y a 40 gars de la FDA qui ont lu ces rapports et c'est pas possible. Bah si, c'est possible. Alors, soit ils ont dit, ok, sans sourciller, soit ils ont démissionné. Il y a eu beaucoup de démissions. Donc voilà, il y a... La FDA, c'est quoi, l'association? La Food and Drug Administration, l'agence de santé américaine qui recommande les... En fait, ce que vous dites, c'est intéressant, parce que ça, on ne l'a pas tellement dit, que dans les rapports, y compris l'agence de santé, etc., il y avait beaucoup de restrictions aussi, en tout cas beaucoup de doutes et beaucoup d'interrogations. Alors, pas vraiment des doutes, mais quand on regarde les chiffres, par exemple sur les essais Pfizer, on voit qu'il y a un problème juste après les vaccins, les injections, qu'il y a une facilitation de l'infection. On le voit. Il faut un peu regarder les chiffres. On voit qu'il y a une manipulation là des chiffres ils ont cherché à cacher le fait que tout le monde sait, d'ailleurs, tout le monde l'a remarqué, que beaucoup de personnes, juste après l'injection, ont fait des Covid. C'est une facilitation. C'était connu avant la crise de Covid-19. Dès mars 2020, tous les experts ont dit attention, ces vaccins, ça provoque la facilitation. C'est-à-dire, on disait que ça empêchait et la transmission et la contamination. Ça, on l'a dit après, une fois que la doxa s'est installée, mais les experts officiels le disaient attention, ils ont tous publié là-dessus. Et après, ils l'ont oublié. Je ne sais pas si vous avez lu 1984, c'est la double pensée. On oublie ce qu'on sait. Et moi, j'ai eu en face de moi des scientifiques de très haut niveau qui m'avaient fait ces remarques, attention, en début 2020, et qui ensuite étaient complètement favorables au vaccin, qu'ils avaient oublié. J'ai vu ce phénomène-là se produire, donc il y a ça aussi. Et alors justement, de ce point de vue-là, encore une fois, comment vous expliquez qu'il y a quand même énormément de médecins qui font très bien leur boulot, qui sont passionnés, qui sont... est-ce que c'est la manière, on en parlait hors antenne, est-ce que c'est la formation aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait quand même qu'il y a eu, je dirais, ce consensus, ou cette acceptation, ou ce consentement, je dirais, on parle du consentement libre et éclairé aux soins, mais ce consentement était-il libre, était-il éclairé, ou les deux, ou pas? Il y a eu beaucoup de facteurs. Il y a eu, comme vous le disiez tout à l'heure, la peur, c'est-à-dire on a quand même fait beaucoup peur aux gens. Il y a même des médecins qui ont eu peur, finalement. Peut-être ils ont eu peur de se soigner parce qu'ils pensaient que c'était une maladie très dangereuse. Bon, il y a eu la peur, il y a eu les études de médecine. Maintenant, on sait quand même que c'est
c'est des QCM, on ne demande pas de rédiger, on ne demande pas tellement de réfléchir, il faut juste... QCM, des questions à choix multiples, c'est-à-dire on pose une question, il faut il faut cocher des croix, c'est tout pour les examens. Donc ça incite pas à la réflexion, ça incite un peu à un comportement automatique. Et puis il y a aussi le fait que les médecins sont vraiment soumis à tout un tas d'injonctions, d'incitations financières ou d'amendes. Il faut qu'ils respectent des objectifs de santé, ils ont des incitations financières. S'ils ne les respectent pas, ils ont des amendes. Enfin, ils sont contraints, ils n'ont pas le libre choix de thérapeutique, quoi, finalement. En fait, donc, on est libre quand on pense à retraite. Voilà, il y a beaucoup de médecins. Il y a beaucoup de médecins. Enfin, moi, je suis à la retraite, mais beaucoup de médecins qui ont soigné à la retraite, justement, qui ont soigné la Covid et qui n'ont pas obéi à cette injonction. Il faut quand même rappeler que c'est la première maladie au monde pour laquelle le pouvoir décide qu'on ne va pas soigner les gens. Ça, c'est quand même. La première fois, c'est une première. Moi, j'ai jamais entendu parler d'interdiction de soigner. Même à l'époque des grandes pestes, c'est une autre époque, mais les médecins prenaient le risque d'aller soigner les gens, quoi, même s'ils risquaient d'en mourir, voilà. Mais là, on a dit non, on ne soigne pas les gens, on les laisse à la maison jusqu'à ce qu'ils soient en train d'agoniser, de ne plus pouvoir respirer. Là, on les envoie en réanimation. Ouais. En réanimation, on ne soigne pas les gens. Du Doliprane, et si ça ne va pas, si vraiment vous êtes dans un état, appelez le 15. Quoi. Voilà, et en réanimation, on ne soigne pas les gens. On essaye de les maintenir en vie pour qu'ils passent le cap. Mais ce n'est pas des soins, ça. Les soins, c'est en précoce, comme l'ont dit tous les grands médecins qui ont eu le courage de soigner, et que vous avez d'ailleurs reçu. Et Hélène Banoun, en fait, ce biopouvoir, cette biopolitique, dont parlait Michel Foucault, mais parlons du biopouvoir, il est très solidement installé aujourd'hui, d'après ce que vous... Voilà, je pense qu'il est vraiment solidement installé parce qu'il y a toute cette idéologie scientiste qui pousse à la vaccination, et puis ces profits énormes qu'ont fait les laboratoires, du fait qu'ils sont de toute façon exemptés de toute indemnisation de responsabilité financière. Ce sont les États qui, s'il y a des problèmes, sur les États. Et puis donc, si vous voulez, du coup, avec ces profits énormes, ils arrivent à arroser un peu tout le monde. Hein. On sait que maintenant les médias appartiennent à des grands groupes industriels, sont très liés. Bon, les laboratoires, ils sont très liés entre eux, et puis ils sont très liés aussi aux GAFAM, enfin aux grands groupes Internet, il y a des participations croisées, tout ça est très lié. BlackRock et Vanguard. Voilà, tout ça est très lié, c'est des pouvoirs financiers énormes par rapport aux dettes des États et tout, donc voilà, c'est un pouvoir énorme. Alors, ce que vous faites, vous, c'est le pot de terre contre le pot de fer ? Bah oui, mais je ne suis pas toute seule, heureusement, on est nombreux, et puis ce qu'il faut se souvenir, c'est la force du collectif. Moi, on me dit, mais comment auraient pu résister les soignants à l'obligation ? Mais je dis, mais attendez, vous vous rendez compte que si au mois d'août 2021, au lieu qu'il y ait 80% des soignants vaccinés, c'était pas obligatoire à l'époque, s'il y avait eu que 20%, mais ils n'auraient jamais pu imposer l'obligation, parce qu'on ne pouvait pas mettre 80% des soignants en dehors du système de santé. Voilà. Et donc, je ne sais pas si vous savez, mais à la rentrée 2023, il était question, quelques mois avant, de rendre le garde d'asile obligatoire pour les enfants de 12 ans. Oui. Et ça n'a pas été fait, parce qu'en fait, la réaction du public a été que non, ça ne marcherait pas. Et en fait, la campagne n'a pas fonctionné. Donc, quand les gens sont opposés, le pouvoir ne peut pas imposer une obligation quand une majorité de la population est opposée. Donc, il faut penser au pouvoir du collectif. Voilà. C'est ça, manifester son opposition et la faire sentir, quoi. Voilà. Ah ouais. Et effectivement, aujourd'hui, on va prendre des auditeurs. Je crois que nous avons un auditeur d'ailleurs. Oui, qui nous appelle depuis Clermont-Ferrand, c'est Alric. Bonjour Alric. Bonjour Alric. Bonjour André, bonjour Hélène. On vous écoute Alric. Merci de prendre l'appel. Bonne année à vous et vos équipes. Merci. Moi, je voudrais revenir sur le début du débat. D'après ce que j'ai cru comprendre, oui. Les chercheurs ont des financements publics. Et j'ai cru comprendre que c'est le gouvernement qui orientait les recherches et non pas les chercheurs qui choisissaient entre guillemets les voies. Et donc, je trouve ça hallucinant, sachant ce sont des professionnels de la santé au service de la santé publique. Et pourquoi ce paradoxe entre on reçoit des financements publics, mais on ne peut pas choisir la ligne directive en tant que... Compris, Alric. Oui, bonne question. Hélène Banoun, est-ce que c'est le gouvernement, quand il finance, il oriente la recherche ou pas ? Moi, je ne suis pas à l'intérieur. Hein, ça fait long. C'était au siècle dernier. Voilà. Ouais. Donc, je sais qu'actuellement, ils doivent remplir des dossiers ANR, Agence nationale de la recherche, pour justifier leur recherche, pour montrer les objectifs, expliquer leur projet, quoi. Et c'est cette agence nationale qui
Mais qui décide, alors, je n'ai pas exploré en finesse, enfin, j'ai pas exploré ce domaine, mais je pense que cette agence, elle n'est pas complètement indépendante de l'industrie, voilà, et de la politique. C'est pas juste des chercheurs qui n'ont pas de lien d'intérêt qui décident. Il y a des choix politiques et financiers et industriels qui sont liés au choix des projets de recherche, voilà. Alric, on vous a répondu, ça vous avez eu la réponse? Non, mais du coup, on comprend très clairement que c'est quand même un petit peu, je pense, orienté. Bah, écoutez, ça peut être orienté, c'est clair, c'est ce que dit Hélène Banoun, et effectivement, il y a une intervention. Merci Alric. Merci Alric pour votre appel. On accueille Béatrice qui nous appelle depuis la magnifique ville d'Annecy. Bonjour Béatrice. Bonjour Béatrice. Bonjour. Eh bien, moi, je voulais pointer, vous l'avez fait d'ailleurs dernièrement, la responsabilité individuelle des médecins. Donc vous l'avez très bien expliqué. Donc ce manque le médecin a une obligation de soins et en effet les cabinets étaient fermés. Et du coup je ne vais pas reprendre votre argumentaire parce que vous avez tout bien expliqué, mais je voulais vous dire que j'étais en train de lire la vie de Fleming. Vous savez, celui qui est le médecin qui a découvert la pénicilline. 20 ans de procès, et c'était pas les gouvernements, c'était ses confrères. Et je trouve qu'il y a une férocité entre les médecins qui croient tout savoir et que dès qu'il y a une découverte, tout le monde tombe dessus. Et Fleming n'était pas le seul. J'ai tout un livre où des médecins ont eu des tas de procès lorsqu'ils ont fait des découvertes. Voilà. Et je trouvais que les médecins manquaient de modestie et, comme beaucoup de personnes, sont lâches. Ouais, c'est très bien. Non, mais vous l'exprimez comme vous le sentez, Béatrice, et c'est bien. Juste un mot quand même par rapport à cela, Hélène Banoun. Au-delà du consentement ou du silence des gens, est-ce que c'est exact, dites-moi, parce qu'on le dit souvent, est-ce que avant le ARN messager et la thérapie génique, la plupart des vaccins, pas en discuter, légitimes, ne sortait pas avant 5 à 6 ans après la découverte du vaccin, c'est-à-dire que oui, il y a plusieurs années, je crois que c'était même... Enfin, après j'ai pas étudié les moyennes, mais on a entendu... Enfin, c'est plutôt dans les 10 ans de tests, parce qu'il faut tester sur les animaux. Là, il faut rappeler que les essais cliniques sur l'homme ont commencé quasiment en même temps que les essais sur les animaux, et même des fois ont commencé avant les essais sur les animaux. Donc, on teste sur les animaux, ensuite on fait des phases 1, phase 2, phase 3, et tout ça, ça a été condensé en même pas un an, quoi. Oui, on n'était même pas à la phase 3, d'ailleurs. Voilà, on était à la phase 3, mais on est toujours dans la phase 3. Mais les phases 1 et phase 2, elles ont été concomitantes, enfin, presque même avec la phase 3. Enfin, voilà. Il faut respecter toutes ces phases, et ça peut prendre 10 ans ou plus, quoi. Et alors, cette espèce de parlons-en, parce que vous en parlez de tout ça, vous parlez des origines du Covid, enfin, et je renvoie à votre livre, encore une fois, que je recommande. Prenez le temps de le lire, vraiment, parce qu'il y a eu des choses, et au fond, il y a une pléiade, parce qu'on revient à la responsabilité de chacun dans cette histoire. Il y a une pléiade d'affirmations depuis 2 ans, 3 ans, sur les vaccins, sur, par exemple, les femmes enceintes, sur pourquoi les bébés, même les bébés, il faut même vacciner les bébés, les gosses, alors qu'on savait, en tout cas, disent un certain nombre de scientifiques que ça ne servait à rien, que c'était plutôt après 60 ans que ça pouvait avoir éventuellement une utilité. Et tout ça, vous, alors, votre travail, ça a été fait quoi? Ça a été décidé, à votre avis, soyons clairs, en fonction des conflits d'intérêts, en fonction de ce que pouvaient les Euros for Docs que pouvaient recevoir certains, en fonction de la proximité ou de la complicité ou quoi? Parce que c'est ça qui paraît aberrant aujourd'hui, c'est que personne ne se posait des questions jusqu'à il y a encore quelques mois, en tout cas publiquement, je dirais, se poser des questions. Alors spécifiquement pour le inciter à vacciner les femmes enceintes et les enfants, il faut savoir qu'aux États-Unis, lorsqu'un vaccin est sur le calendrier vaccinal, c'est-à-dire c'est pas obligatoire mais recommandé pour les femmes enceintes ou pour les enfants, eh bien le fabricant est automatiquement dédouané de toute responsabilité, voilà. Automatiquement. Donc, voilà, donc c'est pour ça que dans cette loi, si vous voulez, de 1986, j'ai oublié de le dire, mais il y a cette clause là
pour que le fabricant soit dédouané de responsabilité, il faut que le vaccin soit au calendrier des femmes enceintes et des enfants. C'est Robert Kennedy qui l'a expliqué. En effet, moi j'ai vérifié ça. Ouais. C'est dans la loi. Donc c'était important pour les États-Unis. Et puis cette loi, elle est pas évidemment identique en Europe, mais bon, grosso modo, on suit un peu les États-Unis. Donc c'était important que ça soit recommandé aux enfants et aux femmes enceintes pour rentrer pour que dans. ça soit validé. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc c'est ça qui est en jeu, parce qu'en effet, quand on regarde les statistiques de tous les pays, ça ne touche pas les enfants. Moi, j'ai d'ailleurs essayé de comprendre biologiquement pourquoi les enfants ne sont pas atteints. J'ai publié un article là-dessus sur pourquoi leur système immunitaire réagit bien et celui des adultes. De certains adultes, parce que heureusement il y a beaucoup d'adultes qui ont très bien agi. Pourquoi certains systèmes immunitaires agissent bien ou mal? Bon, j'ai pensé à trouver un peu l'explication. C'est pas simple, voilà. Oui, je comprends. Donc, mais est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent, notamment Raoult ou Perron, que ça peut concerner les gens aux alentours de 70 ans et plus, et pas les autres? Je veux dire, c'est des grands médecins qui ont soigné. Quand on regarde les statistiques aussi, enfin le professeur Raoult l'a assez dit, les gens qui mouraient, c'était des gens en moyenne de 85 ans. Voilà. Alors évidemment, il y a des personnes fragiles qui ont été atteintes plus jeunes, parce qu'elles avaient des fragilités. Ou alors... Se faire soigner, effectivement, et pas fabriqué par des sulfureux complotistes, mais des gens qui disent, voilà, on va améliorer les choses, et puis l'enfer peut être pavé de bonnes intentions. C'est tout le problème. On marque une courte pause, et après on reviendra avec Hélène Banoun et avec vous au 0826 300 300. Ne bougez pas, on revient tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. De retour dans Berkov dans tous ses états avec Hélène Banoun et avec Christine qui nous appelle depuis Paris. Bonjour Christine. Bonjour Christine. Oui, bonjour André, bonjour Hélène. Je vous appelle parce que je suis un petit peu énervée. C'est bien, allez-y. Parce que, si vous voulez, il suffisait quand même d'écouter depuis 3 ans les professeurs Raoult, Montagnier, Henrion Caude, Toubiana, des gens qui sont spécialisés quand même dans ces domaines de séquences génétiques. D'épidémiologie et de bactériologie, voilà, oui. Voilà. Pour se rendre compte, Axel Kahn l'avait dit d'ailleurs, qu'on faisait beaucoup de séquençage pour travailler sur ces virus, et que ça allait forcément un jour être mis à l'étude, à l'expérimentation sur un vaste sujet, sur une vaste population. Et moi, je trouve que maintenant on s'étonne, mais franchement, il n'y a pas de quoi, parce que c'était déjà dans l'air. Hélène Banoun. Alors, j'ai pas bien compris la question, si c'était sur les virus ou les vaccins. Non, elle s'étonne. Oui, allez-y, Christine. Juste parce que, si vous voulez, le travail sur la protéine spike, là, ça a été expérimenté depuis un certain temps, là. Voilà, ça c'est les gains de fonction, donc les manipulations génétiques sur les coronavirus. Elles ont commencé donc avec Ralph Baric dans les années 1980. À l'époque, c'était pas du tout des travaux sur la protéine spike. Ils n'avaient pas identifié les protéines responsables de la pathologie, de la liaison au récepteur humain, et c'est tout ça. Les premiers travaux de Ralph Baric, c'était sur le fait que les coronavirus du lapin leur donnaient des myocardites. Donc déjà à l'époque, on savait ça. Mais voilà, il travaillait là-dessus parce qu'il travaillait sur tout un tas de virus qui étaient. Alors là, au départ, c'était surtout pour les maladies animales. Ouais. C'était parce que pour l'homme, c'était les coronavirus, c'était des rhumes banals, on s'en occupait pas. Voilà. Et donc ils ont travaillé dessus, ils ont commencé à les manipuler en laboratoire. Alors, quand vous manipulez en laboratoire, même si vous cherchez pas ça, vous obtenez des virus mutants. Alors voilà, vous les variants, voilà, vous les manipulez sur des cellules de différents animaux, ils s'adaptent. Vous les mettez dans des souris, ils s'adaptent aux souris, donc ils mutent, ils se modifient. Voilà. Et ce qui est étonnant, c'est que Ralph Baric, donc il dit naïvement, parce que moi je pense que c'est naïf, il dit c'est étonnant, mais jusqu'au moment où j'ai commencé, enfin il le dit pas vraiment comme ça, mais en fait c'est ça qu'il dit. Jusqu'au moment où j'ai commencé à travailler sur les coronavirus, on connaissait pas de coronavirus dangereux pour l'homme. Et il est arrivé des choses inouïes, c'est-à-dire qu'on a eu
en 2003, le SARS-CoV-1 qui était dangereux, et puis encore quelque chose encore de plus inouï, en 2012, le MERS, encore un coronavirus dangereux, et là encore en 2019, le SARS-CoV-2, mais c'est inouï qu'on ait eu autant de coronavirus dangereux qui soient apparus. Lui-même le dit. Alors que lui, il travaille sur les coronavirus. Donc, et il n'en déduit pas ce qu'on peut quand même deviner ou douter que c'est ces expériences à lui qui ont conduit à ces virus dangereux. Oui, mais enfin, c'est pas très scientifique, ça, de déduire comme ça. Non, mais en tout cas, j'ai aucune preuve pour le SARS-CoV-1 et le MERS, mais lui, il dit que c'est quand même inouï. Par contre, pour le SARS-CoV-2, il y a une multitude de preuves. Tout est publié, tous les travaux de gain de fonction, on voit dans le temps, ça s'affine. Ouais. Voilà, après, on sait comment il peut fabriquer maintenant des virus par génétique inverse, par synthèse, carrément, quoi. Quand ils ont identifié les caractéristiques moléculaires qui les font... peut le fabriquer, bien sûr. Voilà, qui les font être très adaptés à l'homme, et ben, ils les fabriquent, voilà. Et alors, ce biopouvoir, il est là pour rester, Hélène Banoun ? Ben, ça dépend de nous. Voilà. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est pour que les gens comprennent ce qui se passe. Moi, j'ai compris en étudiant, parce que je n'avais pas tout ce que je vous raconte là, j'en avais pas du tout idée en 2020, quoi. Et donc, j'essaye de faire passer ce que j'ai compris. Après, c'est critiquable. Hein. Hier, j'ai présenté mon livre, il y a eu un débat, parce que ça, je l'ai expliqué, mais les gens m'ont dit « Mais non, c'est des criminels, ils ont une intention malveillante. » Je leur dis « Bah non, pour moi, l'État, il est ni bienveillant, ni malveillant. Non. Ouais. C'est pas à moi d'en juger, je suis pas la justice, voilà. Voilà. Mais bravo, justement, vous ne faites pas le procès comme on faisait les procès aux autres en disant que vous êtes des traîtres à la nation. Voilà, vous gardez un peu votre honnêteté intellectuelle. Important. Merci Hélène Banoun. Merci Hélène beaucoup. Banoun, La science face au pouvoir, aux éditions Talma. Merci d'avoir été avec nous. Et avant de rendre l'antenne, on tenait à vous remercier au nom de toute l'équipe de Sud Radio, puisque Sud Radio enregistre une croissance exceptionnelle sur les environnements digitaux, plus 62% d'écoute au mois de décembre par rapport à l'année dernière. Chaque mois, vous êtes plus de 2 millions à nous écouter sur Sud Radio, sur l'appli Sud Radio, sudradio.fr, l'application sur YouTube, sur Facebook. Merci à tous de nous écouter. Et puis on vous rappelle que dès le 29 janvier, Sud Radio sera disponible sur la FM dans les environnements, dans la région de Lyon. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est Brigitte Lay sur Sud Radio. À demain. Sud Radio, votre avis fait la différence. Je tenais à vous remercier pour votre émission parce qu'elle permet à des citoyens comme moi de pouvoir s'exprimer et d'avoir des voix un peu dissonantes. Sud Radio, parlons vrai.